Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui aborder les thèmes 55. C'est le dernier thème du bloc d'histoire. Donc ici, on va aborder la France de la Ve République, les continuités et les changements politiques, et puis les transformations sociales et culturelles, et finalement la présence de la France dans la communauté européenne. Ainsi, comme dans tous les sujets, dans tous les thèmes, on a un petit sommaire. Ici, il s'agit des 6 points. C'est un thème un peu long, mais c'est très intéressant car il se rapporte à l'actualité. D'un côté, nous avons une petite introduction, puis comment est-ce que la Ve République est née, donc la fin de la quatrième et le rôle que joue le général Charles de Gaulle, les héritiers de Gaulle, les transformations sociales et culturelles des 4 points de vue, donc la démographie et l'économie d'abord, qui vont donc à la fois influencer la société et la culture, qui sont les points qui nous demandent les titres du thème. Et on finira avec la présence de la France dans la communauté européenne et aussi, pourquoi pas, dans le monde, et une petite conclusion. Donc, dans l'introduction, comme dans tous les sujets d'histoire, je propose de parler des deux visions de l'histoire, celle de Thomas Carlyle et de Karl Marx. D'un côté, nous avons la vision de l'Écossais, de Thomas Carlyle, qui nous disait que l'histoire, c'était l'histoire des grands hommes. Donc, quand on abordait, par exemple, l'histoire de la Révolution française, il fallait parler des Napoléons, voilà, des Jacobins, donc des grands personnages, si vous voulez, des Olympe de Gouges, etc. On parle des grands personnages, c'est en parlant des vies des grands personnages qu'on découvre l'histoire. Par contre, Karl Marx, il nous propose une autre vision, un autre regard sur l'histoire, c'est celui de, du peuple, des voix qui ne s'entendent pas, des voix sans nom. Donc, on va alors essayer de gérer un point milieu, comme le disait Aristote, entre ces deux philosophes. Donc, d'un côté, nous avons la naissance de la Ve République, comme je l'ai dit auparavant, où nous avons d'abord la mort de la Quatrième République en 1958. Cela vient que après la Seconde Guerre mondiale, il y a une instabilité dans le gouvernement de la Quatrième République. Il y a eu même plus de 12 gouvernements en quelques ans. Donc, parfois, il y avait même plus de 2 gouvernements par an. Donc, il y avait pas mal des présidents qui démissionnaient. Les rôles du législatif étaient très forts par rapport à celui de l'exécutif qui ne pouvait rien faire. Et donc, à chaque fois, il s'est collapsé. Et même s'il y avait des cohabitations, cela ne marchait pas. Et puis, ce qui a finalement déclenché la mort de la Quatrième République, c'était la guerre d'Algérie. Ces problèmes des colonies s'avéraient de plus en plus durs pour la France métropolitaine. Les grèves et les manifestations augmentaient de plus en plus pendant les années 50, déjà avec l'indépendance du Madagascar, du Vietnam, du Maroc. Et donc, il y a eu un point d'inflexion avec l'Algérie parce que même des personnages très connus comme Camus, était pas vraiment, on va dire, d'un côté ou d'un autre, car c'était comme ça qu'à partir de la guerre d'Algérie, que s'est brisée la société française. À ces moments-là, il y avait des gens qui supportaient les fronts nationaux de libération, les FNL, pour l'Algérie, et de l'autre côté, il y avait ceux qui voulaient que l'Algérie appartienne toujours à la France en tant que province ou que colonie. Cependant, l'Algérie finalement prend son indépendance dans ces années-là. C'était un peu avant les 58. Et donc, c'est De Gaulle alors qui réapparaît sur scène pour essayer enfin, pour détruire la Quatrième République et s'est proclamé président. Donc, il s'est proclamé, il n'était pas voté président de la Cinquième République, mais il se fera voter quelques mois plus tard. Il deviendra à l'automne de cette année-là. euh, enfin, on fera la constitution, on approuvera la constitution de la Cinquième République. Après, il y a eu des premières élections pour l'Assemblée constituante de la Cinquième République. Après, pour voter et élire Charles de Gaulle en tant que président. Beaucoup de Français aujourd'hui confondent encore les oui à la Cinquième République avec les oui à de Gaulle. Mais de Gaulle, que vous connaissez déjà des autres sujets comme les 54 ou les 53,
il était un homme assez important, il était une figure, voire même un symbole pour la France. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il a tellement influencé la culture et la société française qu'il a l'aéroport le plus grand de la France porte son nom, et même la place où se trouve l'Arc de Triomphe s'appelle aussi la place Charles de Gaulle, comme l'arrêt des métros qui s'y trouve. Donc, il devient président le 21 décembre et il commence à y avoir une prospérité économique qui continue un peu déjà malgré l'instabilité gouvernementale et la guerre d'Algérie, évidemment, après 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, la France ne peut que augmenter son niveau de vie, son économie. Donc, il y a une sorte de prospérité économique. D'ailleurs, il décide d'aller et de voyager partout en province pour connaître tous les endroits de la France. Je vous rappelle qu'il n'était pas un Parisien comme beaucoup des présidents le sont aujourd'hui, mais qu'il venait d'un petit village à côté des Lilles et du Nord. Et donc, il voulait rencontrer vraiment la France profonde. Il avait un peu une mentalité de la France pour les Français, car il a refusé d'appartenir à l'OTAN et même il y a eu quelques rencontres avec Churchill, le président de l'Angleterre, et aussi, je ne sais plus qui était à ce moment-là, parce qu'on venait d'échanger, mais il avait refusé même au début le plan Marshall, même si à la fin il a dû l'accepter, le plan Marshall des États-Unis pour la reconstruction de la France. Mais il voulait que la France reste française, donc il a lutté énormément pour la souveraineté du peuple français envers son pays. Il se méfiait ainsi de tous ceux qui n'étaient pas français. Et il y a une citation que l'on peut reprendre à Charles de Gaulle qui dit La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Je me rappelle ça, c'était dans une conversation avec Churchill qui lui disait, parce que de Gaulle, même s'il avait été allié avec Churchill pendant la guerre, il a refusé parfois, il a fait des critiques très douloureuses, pourrait-on dire, à propos de Churchill et des Anglais. Et c'est à ce moment-là que Churchill lui a dit, mais on est amis et la France doit être amie de l'Angleterre. Et à ce moment-là, il a répondu, non, la France n'a que des intérêts. Même après, Churchill lui a répondu à un autre moment que s'il devait choisir entre la France et les États-Unis, l'Angleterre choisirait toujours les États-Unis au-dessus de la France. Donc, il avait un peu de quoi s'y méfier. D'ailleurs, il a fait l'un de ses premiers voyages aussi à l'étranger avec Staline et il a commencé pendant la guerre à devenir un homme connu partout dans le monde. Mais vers la fin de son mandat en 1968, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il gouvernait, qu'il était à la tête du gouvernement français, qu'il y a eu cet événement très connu qui était mai 68, c'est-à-dire c'était une révolution où euh, les 20 mai, il y a eu d'énormes manifestations sur toutes les villes de la France, notamment à Paris. Et donc, les étudiants s'est plaignaient, on va dire, contre la répartition des biens, car les 5% de la population française retenaient, avaient possédé plus du 45% des biens. Donc, à cette injustice économique, les étudiants s'est manifesté contre, et donc il a eu un peu de moment, il y a eu un moment où il se sentait pas à l'aise, il se sentait pas très très soutenu des Français, et sa popularité commence à décroître. Même s'il y a eu quand même une grande manifestation pour De Gaulle aussi dans cette année-là, et qui leur importe les élections présidentielles. Donc, il y a une victoire encore des gaullistes. À ce moment-là, il faut aussi dire que euh, par rapport à la quatrième République, la cinquième République se sépare enfin, se sépare surtout par la présence d'un exécutif fort et d'un législatif plus faible. D'ailleurs, le président, il devient chef d'État et enfin, mais il n'est pas chef de l'armée jusqu'à ce que Sarkozy le déclare ainsi, mais il est déjà quand même le chef de l'État et il a une position assez importante car il doit décider qui va être le premier ministre de la nation.
Et donc, il passe beaucoup de référendums pour toutes les lois qu'il considère importantes, mais c'est quand il reçoit un non du peuple français par rapport à sa réforme du Sénat, il démissionne. Donc, il s'en va, il part du gouvernement. Et on arrive alors ainsi aux héritiers. Alors, qui prend la place? Même s'il part en 68, il décède quand même en 69 et pardon, en 70. Et donc, c'est Georges Pompidou qui reprend le pouvoir, qui était alors le premier ministre de Gaulle. Et il continue avec une position gaulliste, on va dire, et il va favoriser l'industrialisation de la France. Il va continuer d'être président du 69 quand il reprend le pouvoir après ce référendum et la démission de Gaulle jusqu'au 74. Et il a promet beaucoup de projets. L'un des plus importants, on pourrait dire que c'est celui du projet des Airbus qui se trouve à Blagnac, à côté de Toulouse. Ensuite, c'est Valéry Giscard d'Estaing, après la mort de Pompidou. Bon, oui, Pompidou meurt lorsqu'il est le chef de l'État, lorsqu'il est le président de la France. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui continue, mais en libéralisant un petit peu plus que les présidents précédents, la société. Donc, il émet des lois et des changements radicaux comme les votes à 18 ans, l'interruption volontaire de la grossesse, la sécurité sociale, pour tous, les collèges uniques. Ça veut dire qu'il va mixer, faire des collèges, on pourrait dire mix, si vous voulez, et ce qui va faire qu'il ne soit plus au pouvoir, c'est les chocs pétroliers de 69. Vous l'avez probablement étudié, ça a touché tout le monde. C'est la première des grandes crises après la Seconde Guerre mondiale, où comment dirais-je, où certains pays qui détenaient les pétroles ont décidé d'augmenter les prix du baril du pétrole. Et donc, ça va créer, ça va déboucher alors dans une inflation énorme des prix et puis aussi dans un chômage aussi très croissant. François Mitterrand, quant à lui, il gouverne pendant deux septennats. Je vous rappelle que jusqu'ici, on parlait des septennats, ça veut dire que les présidents gouvernent pendant 7 ans. D'abord, il a fait beaucoup de nationalisations. Il vient du PS, donc il est contre les capitalismes où il dit cela, mais après il faut lui croire. Donc il fait des massives nationalisations d'entreprises. Il met la retraite à 60 ans. Euh, il promulgue la cinquième semaine des congés payés. Mais dans son deuxième septennat, il y a eu une affaire du sang contaminé. Donc on commence, enfin, au début, à la fin du premier septennat, on commence la première des cohabitations en 86. Puis, avec le scandale du sang contaminé, on arrive à la deuxième cohabitation avec Chirac comme président du législatif et donc Premier ministre. Et c'est alors François Chirac qui, même il n'avait pas été élu face à Valéry Giscard d'Estaing, on peut dire que c'est le premier président de droite, car Pompidou et d'Estaing, c'était des gaullistes, c'était une position qu'on pourrait dire à part, voire centriste, ou vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est Chirac le premier président que l'on pourrait appeler aujourd'hui de républicain, c'est-à-dire de droite. Ce mec, il dit qu'il veut toucher aux allocations et à la retraite, mais cela va créer des énormes grèves et protestations, donc manifestations, ce qui va encore donner place à la troisième cohabitation. La cohabitation, je vous rappelle que c'est lorsque il y a les présidents de la France, les chefs de l'État qui est d'une idéologie, et le Premier ministre est est de l'idéologie contraire. Alors Chirac gagne les élections face c'était la peste ou le choléra, ces élections-là, c'était Chirac face à Le Pen, évidemment, à Jean-Marie Le Pen, et donc il échoue évidemment au deuxième tour euh, les partis d'ultra-droite, de droite extrême. Donc c'est François Chirac qui va gouverner pendant ces 12 ans. Et Nicolas Sarkozy va reprendre le pouvoir en 2007 jusqu'en 2012.
Il va établir, à partir d'une réforme de la Constitution, le quinquennat au lieu du septennat. Et il va aussi limiter le nombre de mandats d'un président. Ça veut dire qu'avant, on pouvait devenir président et être réélu autant de fois que le peuple le considérait, mais à partir de Nicolas Sarkozy, il veut limiter cela. Et il va dire qu'à partir de maintenant, il ne peut passer en tant que président que 2 fois. La suite, c'est que François Hollande remporte les élections de 2012 et il continue pendant un quinquennat. Donc, il est le candidat du PS, mais aussi de la gauche plurielle. Et ici, il faudrait parler que à partir du moment où François Hollande euh, prend le pouvoir, la gauche commence à se déstabiliser. Beaucoup de ses ministres partent et démissionnent, comme c'était le cas d'un tel Emmanuel Macron dont on parlait tout à l'heure. Et on commence à voir l'essor de plusieurs partis avant méconnus ou peu connus quand même, comme c'était le cas par exemple de euh, Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise et Emmanuel Macron quitte le PS où il était ministre je sais plus, de l'économie, ouais, de l'économie car il vient de l'ENA, donc il était premier ministre de l'économie, pardon, ministre de l'économie, pas premier ministre. Le premier ministre c'était Valls. Valls, c'est lui qui après enfin, s'est présenté aux élections du côté des Ciudadanos à Barcelone pour devenir maire de la ville, mais il n'a pas gagné face à Ada Colau. Et donc, on retrouve cette position-là de tout cet amorcellement des partis différents. Les partis de Jean-Marie Le Pen passent à Marine Le Pen, sa fille. Les Républicains passent des Sarkozy aux mains des Fillon, des François Fillon. Mais il y avait aussi d'autres candidats, je ne me rappelle plus de tous les candidats, mais Dupont-Aignan, qui faisait partie aussi des les Républicains, il quitte aussi les Républicains pour créer un nouveau parti. Enfin, même Potou, bon, il y a pas mal des partis qui commencent à prendre de l'essor et cette gauche plurielle c'est déforme. Et donc, en 2017, année où j'ai pu vivre ces élections de près, Emmanuel Macron remporte les élections. Et maintenant, ce que l'on a à dire de plus remarquable, c'est la gestion de la Covid et puis lorsqu'il touche aux retraites. Et il a essayé de toucher aux retraites et aussi avec une loi sur le carbone, sur le pétrole, il a eu aussi le mouvement contraire de Gilets jaunes. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. On a les transformations sociales et culturelles. D'un côté, il y a eu l'explosion démographique avec le baby boom. Ça veut dire que dans les années 60, il y a eu une augmentation des naissances énorme par rapport à celle de la mortalité. Et donc, cela va engraindre des conséquences énormes. Au niveau économique, on peut parler qu'il y a eu les 30 années glorieuses, donc après 45 jusqu'à 75, où l'économie n'a pas cessé de croître. Et donc, on a voulu chercher du travail car le chômage était presque zéro. Donc, on cherchait de l'immigration car avec cette guerre, on avait besoin voilà, de demander de travail. Donc, on a fait appel aux communautés d'abord rurales donc ce qui a débouché dans un exode rural vers la ville. Puis on a fait appel aussi aux habitants des anciennes colonies, donc aux Maghrébins et puis aux Subsahariens. Et on doit parler au niveau économique du choc du 79, oui. Les chocs pétroliers dont je viens de parler, auxquels Estin a dû faire face. Puis on a la crise de 2008 avec une crise financière à ce moment-là, et puis la Covid. Au niveau social, on a des conséquences aussi énormes, comme je viens de dire, après la guerre, il y a la croissance, et donc ça veut dire ça s'est traduit en immigration massive. Et on développe avec les baby boom aussi la société de consommation. Il y avait de plus en plus d'industries. Les industries euh, augmenter et améliorer son rythme de production. Donc, on devait consommer. Comme les gens avaient du travail, on pouvait consommer. On achetait de plus en plus. Les premiers
centres commerciaux commencent à ouvrir. Et après les années, enfin après les chocs de 79, évidemment, il y a eu une énorme crise, il y a eu de l'inflation, il y a eu du chômage et de la précarité d'emploi. Ce qui a provoqué que dans tous ces immigrants auxquels on avait fait appel pour travailler pour la France, aujourd'hui, ils se retrouvent en banlieue dans des conditions pénibles avec une précarité d'emploi et on va parler aussi qu'au niveau culturel, on a déjà commencé à perdre la foi. Il y a de moins en moins de chrétiens et la communauté musulmane commence aussi à grandir en France. Et ces fils, ces enfants de travailleurs immigrants, surtout des origines musulmanes, sont alors utilisés et employés par l'ISIS pour faire des attentats en France, car ils sont un peu, on va dire ils ont été manipulés par les imams de la religion et par les plus radicaux, évidemment. Et ça a généré des attentats d'abord en 2012, je crois, non, 2000, oui, 2012 à peu près, 2012-2013 ou 2014. 2014, c'était les premiers attentats des Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier. Et puis, on a eu les attentats de Nice, ceux du Bataclan, etc. Et finalement, il faut que l'on parle aussi de l'importance des Gilets jaunes, même si certains d'entre eux ont repris parti euh, enfin, pour certains partis politiques, c'est quand même un mouvement comme Mai 68 qui ne s'arrange pas euh, politiquement. Et il y a eu aussi l'incendie de Notre-Dame, donc on pourrait aussi en parler, euh, ce qui a créé enfin de nombreuses manifestations par rapport à son soutien. Et au niveau culturel, on a dit qu'on a perdu la foi. En mai 68, après, avec ou dès la main des Foucault, on, on reçoit les postmodernismes en France. Donc, ça veut dire que il y a un morcellement la diversité culturelle, c'est un peu le chacun pour soi. Donc, avant, tout le monde était regroupé, on va dire, surtout les minorités étaient regroupées, notamment sur les partis communistes français, les PCF. Mais à partir de mai 68, les partis communistes commencent aussi à son amorcellement. Et c'est alors les, euh, les différentes, on va dire, les différents collectifs, si vous le voulez, qui vont reprendre les pouvoirs et qui vont demander ces droits à eux spécifiquement. Donc, on va dire ceux qui luttaient ceux qui luttent aujourd'hui, ils le font que pour les femmes, que pour les homosexuels, que pour les transsexuels, que pour le pauvre, que pour le chacun pour soi. Donc, et ça, c'est un peu le postmodernisme et relativisé, d'accord? On commence aussi à les mouvements du relativisme culturel commencent aussi à prendre force. Et de ces derniers temps, donc, il faut dire aussi qu'au niveau culturel, la France, surtout dans les dernières années, quand même, c'est quand même consolidé au niveau, par exemple, de la littérature. On a les 3 prix Nobel en ce qui va du siècle et aussi l'importance qu'a joué aussi l'événement de la Fédération française de foot qui a remporté la Coupe du Monde en 2018. Ça va créer aussi une énorme importance. D'ailleurs, dire par exemple que Sarkozy ou même Macron ont parlé avec les joueurs Kylian Mbappé pour qu'il reste à Paris en tant que figure pour développer la France enfin, à l'échelle internationale. Je parle international parce qu'on va parler évidemment aussi de la présence de la France dans la communauté européenne. Pourquoi est-ce qu'elle est née, cette communauté? D'abord, parce qu'il fallait garantir la stabilité à l'ouest du rideau de fer, enfin, c'était les projets de l'allemand Schuman et de Jean Monnet. Oui, Jean Monnet, c'est lui de la Maison de la Monnaie en Paris. Et donc, il crée la communauté européenne du charbon et de l'acier en 51, où participent la France et l'Allemagne. Après, en 57, on signe les traités de Rome et enfin, ça donne lieu au début et à la naissance de la communauté économique européenne en 57. Et on crée aussi, pour éviter les problèmes douaniers, on crée les pactes agricoles communautaires. Je crois que c'était ça, pacte agricole communautaire. Et donc,
Après, c'est Destin et Schmitt qui, euh, qui participent à la création d'un système monétaire européen. Attention, ne pas confondre avec l'euro, c'est juste que Destin et Schmitt, oui, Destin, c'est lui qui a été le troisième président de la Cinquième République. Euh, il lutte pour la création des systèmes monétaires pour qu'on puisse échanger des biens, même s'il faut faire des échanges de monnaie, des changements de monnaie. Et donc, après, on signe les traités des Maastricht de 1992 pour créer maintenant, oui, l'Union européenne, celle que l'on connaît aujourd'hui. Et peut-être le dernier grand défi de l'Union européenne, c'était l'euro, la création de la monnaie unique européenne et de la Banque centrale européenne en 2001. Et aujourd'hui, on peut parler de la guerre en Ukraine, du Brexit et même que certains partis euh, disent défendre les Frexit. Donc, il y a un mouvement, même s'il est encore naissant, en France contre l'Union européenne, car en reprenant les phrases de Gaulle, la France doit rester pour les Français. Aujourd'hui, avec la communauté européenne ou l'Union européenne, la France n'a plus la souveraineté qu'elle avait jadis. Ceci dit, c'est comme ça que l'on finit ces sujets. Il faut que l'on donne une conclusion. Donc, on pourrait parler ici de l'aspect sociolinguistique que cela représente, des attentats de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, évidemment, de mieux comprendre la mentalité, la pensée des Français. Et quoi de mieux qu'en connaissant leur histoire et leur actualité. Parfois, c'est plus important de connaître l'actualité que l'histoire. D'ailleurs, si l'on lit aujourd'hui les Canards enchaînés ou Charlie Hebdo, il faut évidemment que l'on connaisse qui sont qui sont ces personnages-là dont on a parlé, quel est le rôle de la France aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce que c'est les Gilets jaunes, etc. Il faut connaître ça, parce que sinon, on peut même pas lire un article. On a beau avoir un très haut niveau de langue, on comprendra pas. Et puis, aussi dire que par exemple, le EPRON que l'on pratique et que l'on enseigne dans les blocs C des savoirs des bases, celui de l'interculturalité, que l'on comprenne la pensée et la diversité culturelle du pays où la langue est parlée. Enfin, ça a été pour les thèmes 55, c'est un peu long, mais c'est quand même intéressant et récent. Donc, avec juste un peu de contenu de quelques chiffres, on peut déjà réussir ces sujets-là. Bon courage et à bientôt. Au revoir.